Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de lesbian pulp, ou en français de pulp lesbien. Si vous savez pas ce que c'est, vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo. Les pulps lesbiens sont des sortes de romans de gare lesbiens diffusés entre 1950 et 1965 aux États-Unis. Ils s'inscrivent dans un mouvement plus large de publication de livres de poche à bas prix, les pulp fiction, si vous avez la ref. Le pulp lesbien, c'est un sous-genre de ces romans de gare racontant des histoires d'amour entre femmes. Ces romans, ils sont principalement connus pour l'esthétique de leur couverture, souvent deux femmes représentées avec une forte charge érotique, dans un style assez réaliste. Et moi, c'est par les couvertures que j'ai découvert ces livres, en traînant sur Pinterest. Et on peut voir aussi des titres et des sous-titres souvent intrigants. Sandra a essayé d'aimer les hommes, mais elle ne pouvait pas résister à leurs femmes. Et d'autres, plutôt homophobes d'ailleurs. Elle s'appelait Amanda, et c'était une femme d'une passion débridée. Mais était-ce vraiment une femme ? En France, ces livres, ils sont pas très accessibles, mais j'ai quand même réussi à en trouver un que j'ai lu, et donc je peux vous dire en toute honnêteté que c'est pas de la très grande littérature et ça m'a pas marqué par sa qualité. Mais l'intérêt de cette vidéo, ça ne va pas être de vanter les mérites littéraires de ce genre de livre, mais plutôt comprendre comment pendant 15 ans, à une période très homophobe des États-Unis, des livres parlant ouvertement de lesbianisme se retrouvent vendus partout aux États-Unis. À l'époque, il y a de nombreuses lois qui condamnent les relations homosexuelles masculines, comme les sodomy laws par exemple. Les lesbiennes sont elles moins visées, mais elles sont quand même discriminées et souvent inculpées. De 1950 à 1954, une chasse aux homosexuels a lieu dans le gouvernement fédéral, c'est ce qu'on appelle le Lavender Scare, qui fait perdre leur emploi à plus de 10 000 civil servants. Pensons aussi au McCarthyisme qui fait rage à Hollywood, aux nombreuses descentes dans les bars gays et lesbiens. Bref, c'est pas une période super incroyable pour être queer. Évidemment, les pulps lesbiens ne vont pas être des représentations idéales de l'homosexualité. Mais tout de même, ils vont devenir iconiques pour un public lesbien, parce qu'ils sont parfois la seule représentation disponible. Pour comprendre la possibilité de cette représentation lesbienne dans les années 50, il faut avant tout comprendre l'histoire du livre de poche aux États-Unis. Aux États-Unis, avant 1940, les livres sont peu accessibles, ils sont élitistes, produits en quantité limitée. Il existe deux types de livres, les hardcover, les livres avec une reliure solide en carton, et les livres de poche, appelés les paperbacks. Ces derniers sont bien évidemment moins chers, mais le problème c'est que tous ces livres, ils ne sont pas accessibles au grand public. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'existe pas de librairie en dehors des grandes villes ou des villes étudiantes. Donc pas d'endroit pour acheter ces livres aussi peu chers qu'ils soient. Thomas Bonne raconte même, le New York Times affirme qu'en 1960, le nombre estimé de librairies aux États-Unis, qui s'élevait à 1450, n'avait pas augmenté depuis un siècle. En 1939 s'annonce une des plus grandes révolutions du monde de l'édition aux États-Unis, Pocket Books, lancé par Robert de Graaf. Il s'attaque directement à la distribution des livres en refusant l'exclusivité des ventes aux librairies. En 1941, les livres Pocket Books sont vendus par 4 distributeurs indépendants de magazines et de tabloïds. Ainsi, les livres sont désormais vendus dans des supermarchés, dans des kiosques à journaux et n'importe quel autre point de vente en bas de chez vous. Les livres sont désormais exposés à un nouveau public et le succès est dingue. Donc, pour vous donner un exemple concret, à Columbus, dans l'état de l'Ohio, en 1941, il existait 6 lieux de vente pour les hardcovers, alors que les Pocket Books étaient vendus à plus de 224 points de vente dans la ville. Et puis les prix sont différents, comme je vous l'ai dit avant. Les hardcovers, ils sont vendus à 1,95$, tandis que les Pocket Books sont eux disponibles pour 25 centimes. En 2 ans, Pocket Books va vendre plus de 8,5 millions de livres. Un autre point majeur, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle le paperback original. Avant, les livres de poche, c'était des republications, des hardcovers. Mais au bout d'un moment, les éditeurs avaient déjà tout republié. Et la maison d'édition Fawcett invente alors le paperback original, livre publié uniquement en poche. Et c'est ça qui permet la publication de textes plus controversés ou plus marginaux. Dans les années 50, les éditeurs créaient aussi
la littérature de genre, en opposition avec une littérature plus sérieuse. C'est une littérature commerciale, rangée dans des cases bien précises, les westerns, les polars, les thrillers, ou encore les romans érotiques destinés aux hommes. Et c'est dans cette catégorie qu'on peut trouver les pulps lesbiens. Car oui, initialement, le pulp lesbien est une littérature destinée aux hommes. Mais ça, on va en reparler plus tard. Donc je vous apprends rien en vous disant que la société états-unienne des années 50 est homophobe, mais comment, malgré cette homophobie, ce genre de livre, ce genre de représentation peut exister. La Seconde Guerre mondiale joue beaucoup sur la possibilité de visibiliser les communautés queer. Plusieurs aspects vont participer à cette visibilisation. Tout d'abord, la démocratisation de la sexologie, notamment avec l'affreux Freud au début du XXe siècle, permet de créer un espace de réflexion, aussi problématique qu'il soit, où l'on peut nommer et pathologiser l'homosexualité. Cette réflexion, elle revient en force dans les années 50 avec les rapports Kinsey. Ces rapports découlent du docteur Alfred Kinsey sur le comportement sexuel humain. Il va mettre en évidence la diversité des orientations sexuelles. 1/3 à la moitié de la population états-unienne aurait eu une expérience ou des réactions homosexuelles. C'est de là que vient l'échelle de Kinsey. Et ces rapports, ils vont renforcer la peur et la répression envers les personnes queer. De plus, l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est une période où la norme du couple hétérosexuel et de la famille nucléaire va être particulièrement mise en avant. Quand on est une femme, il faut impérativement se marier et avoir des enfants pour rentrer dans les codes de la société. Pensez à cette image d'Épinal de la femme au foyer des années 50 aux États-Unis. Cet impératif à la norme hétérosexuelle, il est rendu possible en nommant et en catégorisant ce qui déroge à la norme. On trace les contours précis de ce qui est accepté en soulignant ce qui n'est pas acceptable. Cette visibilité grandissante, elle participe aussi à l'augmentation des persécutions des personnes queer. Plus on nomme et condamne, plus on visibilise et plus on va subir de violences. Une autre raison du succès du pulp lesbien, ça va être l'arrêt Roth de la Cour suprême en 1957. Cet arrêt, il va assouplir la définition de l'obscénité. Ainsi, pour le monde de l'édition, découle la possibilité de créer des récits plus explicites sexuellement, et donc de créer une littérature où le sujet du lesbianisme est plus ouvertement évoqué. Néanmoins, cette représentation, elle n'a rien d'idéal. Je vous parle d'un âge d'or d'une certaine littérature lesbienne, mais cette littérature, elle n'était pas initialement destinée aux lesbiennes. La cible de vente est avant tout masculine. Une des raisons pour laquelle le lesbianisme semble plus accepté que l'homosexualité masculine, c'est le fantasme de l'homme hétérosexuel sur les lesbiennes. Ce fantasme, lesbophobe soulignons-le, permet la diffusion de représentations lesbiennes pour un regard masculin. Les pulps lesbiens sont une littérature qualifiée d'érotique, mais à destination des hommes. Compte tenu de l'homophobie des années 50, on ne va pas exalter une représentation considérée comme déviante pour l'époque, mais on va en faire un objet de désir pour ceux qui ont le pouvoir, les hommes. Et c'est pour ça qu'on a de nombreux pulps lesbiens qui sont très homophobes. Généralement, ces histoires sont écrites avec des personnages féminins objectifiés, avec beaucoup de sexe, et des protagonistes masculins. Le déroulé de l'histoire typique, c'est qu'une jeune femme innocente va être pervertie pendant un temps par une lesbienne considérée comme déviante, qui va agir comme une prédatrice. Au final, la jeune femme innocente va retrouver ou rencontrer un homme qui la remettra sur le droit chemin. Les récits confortent et excitent les hommes qui les lisent. Une femme peut être dévergondée sexuellement, mais qu'ils ne s'inquiètent pas, elles ne sont pas réellement déviantes car manipulées par de méchantes lesbiennes et elles reviendront toujours vers les hommes. Pour bien comprendre que les hommes sont la cible, les couvertures de ces livres vont être particulièrement érotiques. Elles vont devenir un argument de vente majeur. Elles doivent attirer l'œil et faire comprendre que le livre est un récit érotico-lesbien destiné aux hommes. Ainsi, on retrouve souvent deux femmes représentées, dont une partiellement déshabillée, et les sous-titres vont souligner la déviance du lesbianisme. Et ça, c'est souvent dans les récits destinés aux hommes. Mais il est important de noter que tous les pulps lesbiens ne sont pas directement destinés aux hommes. Yvonne Keller, une chercheuse qui a travaillé sur les pulps lesbiens, distingue bien ce qu'elle appelle les viril adventures et les pulps pro-lesbiens. Les viril
Adventures, ceux dont je viens de vous parler, sont les pulps lesbiens que l'on retrouve le plus entre 1952 et 1957. Et durant toute la production de pulp lesbiens, de 1950 à 1965, ils représentent 85% des pulps publiés. Mais maintenant, parlons des autres pulps lesbiens considérés comme pro-lesbiens et de leur réception par les lesbiennes. Les pulps lesbiens ne sont pas les premiers récits lesbiens disponibles. L'un des plus connus de l'époque, c'est d'ailleurs The Well of Loneliness de Radcliffe Hall, écrit en 1928. Le livre sera republié en pulp, dans un format de poche avec une couverture un peu plus aguicheuse. Aujourd'hui, il serait possible de citer d'autres livres lesbiens écrits avant 1950, mais ces derniers n'étaient pas aussi connus et aussi accessibles et disponibles que le livre de Radcliffe Hall. Tout de même, pour connaître ce dernier, il faut s'y connaître, se renseigner, ce qui n'est pas évident dans un monde très homophobe. Tout ça pour dire que les pulps lesbiens offrent pour la première fois des récits accessibles, car vendus partout, qui parlent ouvertement de lesbianisme. Ce qu'on considère comme le premier pulp lesbien, un best-seller, est un récit que Yvonne Keller va qualifier de pro-lesbien. Il est écrit par une femme, Tereska Torres, qui en 1950 publie Women's Barracks. Elle y raconte l'histoire d'un groupe de femmes françaises dans une caserne FFL, des Forces françaises libres au Royaume-Uni, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles partagent donc leurs nombreuses aventures homosexuelles. Le récit n'est pas écrit pour un regard masculin, mais ses protagonistes restent objectifiés. Entre sa date de parution 1950 et 1975, le livre va se vendre à plus de 2,5 millions d'exemplaires, ce qui est énorme. Par la suite, la maison d'édition Fawcett décide de publier des pulps lesbiens. Les récits issus de cette maison d'édition seront les moins homophobes de cette période. En 1952, la maison d'édition Fawcett publie Springfire de Vin Packer, qui est un nom d'emprunt, parce que c'est un peu compliqué de s'afficher clairement en train d'écrire des livres lesbiens. Et face à ce nouveau succès, les éditeurs prennent conscience du potentiel financier du genre. Donc par la suite, comme j'ai précisé précédemment, les pulps lesbiens vont être plus destinés aux hommes. Mais après 1957, le sensationnalisme et le fait de déroger à la morale devient un peu plus secondaire dans l'intérêt du public. Et ce changement, il va permettre l'avènement d'une nouvelle vague de récits pro-lesbiens. Des autrices comme Anne Bannon ou Valerie Taylor voient l'homophobie des pulps lesbiens qui sont publiés et décident d'écrire leur propre version. À partir de ce moment, les récits mettent plus en avant leurs protagonistes lesbiens. Mais le résultat de ces livres reste dans la main des éditeurs. Les autrices et auteurs n'ont pas la main mise sur l'entièreté des récits, sur l'entièreté de l'histoire, sur les titres par exemple, ou même sur les couvertures. Ces récits pro-lesbiens, ils vont néanmoins façonner la culture lesbienne de l'époque aux États-Unis. Les années 40-50 ont apporté de nombreux changements pour les femmes célibataires aux États-Unis. Nombreuses d'entre elles ont pu déménager dans des grandes villes et cette nouvelle indépendance couplée à une force économique a donné aux femmes une liberté qu'elles n'avaient pas eue depuis la Première Guerre mondiale. Ces femmes célibataires vivaient dans des communautés non mixtes, comme des communautés militaires, des maisons civiles, ce qui permettait aux lesbiennes de se retrouver plus facilement. Ajoutons à ça l'augmentation des parts lesbiens. Tous ces éléments ont permis au début de la création d'une identité de groupe. Pour les lesbiennes, les pulps lesbiens ont montré qu'elles existaient et le potentiel d'émancipation qui accompagnait certaines histoires. Ces livres, ils ont aussi permis de fixer et de donner les prémices de certains codes de la communauté lesbienne, comme le souligne Susanna Danuta Walters. On pourrait considérer ces livres comme une sorte de guide pratique de la sensualité lesbienne. Ce sont des guides touristiques qui explorent le côté torride de la vie du village, invitant les lectrices à s'aventurer dans les bars et les cafés pour mettre leur talent à l'épreuve auprès d'une femme. Grâce à ces ouvrages, on peut apprendre le vocabulaire, les codes vestimentaires et les règles de conduite indispensables pour évoluer dans la culture lesbienne. Et on peut même y glaner une ou deux bonnes répliques au passage. Donc on peut voir comment les pulps lesbiens ont pu fixer les iconographies des butch ou des femmes. Pour certaines femmes, trouver ces livres sont une immense découverte. Parce que pour des femmes qui n'habitent pas dans des grandes villes et qui sont enfermées dans un monde profondément patriarcal et solitaire, il n'est jamais question de leur désir.
Ces femmes vivaient dans un monde où elles se considéraient comme douloureusement uniques. En fin de compte, elles s'imaginaient condamnées à la solitude dans leurs aspirations pour le reste de leur vie, et malheureusement à juste titre, puisqu'elles n'avaient aucun modèle positif pour contredire ces préjugés qu'elles avaient sur elles-mêmes. Alors trouver au supermarché des livres lesbiens à bas prix devient une révélation. Pour certaines, c'est même la première fois qu'elles lisent le mot lesbienne et qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas seules dans ce désir. Mais l'achat de ces livres reste un secret pour grand nombre d'entre elles. C'est quelque chose que Anne Bannon raconte très bien. Il fallait du courage rien que pour acheter ces livres et affronter le sourire narquois du caissier. Les femmes essayaient de les dissimuler dans une pile d'articles divers dont elles n'avaient probablement même pas besoin, mais qu'elles achetaient quand même pour détourner l'attention de ces couvertures qui sautaient aux yeux. Mais une fois qu'elles les avaient achetés, elles emportaient les livres chez elles, les lisaient et les relisaient, les chérissaient, puis les cachaient derrière le frigo, dans des boîtes à chaussures, dans leurs placards, sous leur matelas. À quel point ces livres avaient une importance pour les lesbiennes. De nombreuses autrices de pulp recevaient des courriers de fans, et c'est encore ce que raconte Anne Bannon. Puis, les lettres ont commencé à affluer. Celles des hommes étaient souvent des propositions. Celles des femmes, des cris du cœur. Les lectrices m'écrivaient depuis des petites villes aux quatre coins du pays. Elles vivaient dans un tel isolement que beaucoup m'étaient reconnaissantes de leur avoir rassurée en leur disant qu'elles n'étaient pas totalement seules au monde. Elles voulaient que je raconte leurs histoires. Elles voulaient que je leur donne des conseils, et elles voulaient me rencontrer. Elles étaient gentilles, hésitantes, reconnaissantes, effrayées, et encore plus en manque d'éducation et de soutien que moi, si c'est possible. Ces récits touchent donc de nombreuses femmes, et l'importance des pulps pour les lesbiennes s'incarne même dans les pulps eux-mêmes. Dans Journey to a Woman, d'Anne Bannon écrit en 1960, Beth Collison, une femme mariée malheureuse, lit des pulps lesbiens qu'elle a trouvé en faisant ses courses. Ça montre bien comment les lesbiennes perçoivent leur culture à l'intérieur même de ces objets culturels. Je vous parle de mauvaise représentation depuis le début, mais sans vous expliquer réellement pourquoi. On a pu voir que pour les Viril Adventures, les récits sont imprégnés d'un regard masculin. L'homosexualité est considérée comme une pathologie. La protagoniste principale se range finalement dans l'hétérosexualité. Mais qu'en est-il de la représentation pour les pulps pro-lesbiens ? Pour cela, il faut d'abord comprendre comment le lesbianisme est perçu à l'époque. Quand on commence à le théoriser et le pathologiser au début du XXe siècle, on le considère comme une inversion sexuelle ou de genre. C'est-à-dire que les lesbiennes auraient trop de masculin en elles. Et cette idée-là, elle va se répercuter dans les pulps lesbiens par des personnages lesbiens qui se définissent comme des hommes coincés dans des corps de femmes. Ici, ça n'indique pas une question de transidentité, mais la compréhension de ce que l'on fait de l'homosexualité à l'époque. Quelque chose d'inimaginable pour une femme considérée comme normale. Donc elle doit forcément avoir un problème de masculinité. Et les personnages des pulps lesbiens, même pro-lesbiens, vont vivre leur homosexualité comme un mal-être personnel. Les autrices lesbiennes tentent tant bien que mal d'écrire des représentations positives, mais les éditeurs demandent à ce que les livres se finissent mal afin d'apporter une rédemption morale pour ces personnages. Donc évidemment, en lisant ces livres, il ne faut pas s'attendre à des histoires merveilleuses sur les lesbiennes qui se sentent bien dans leur peau et qui finissent heureuses ensemble. Cette représentation négative de l'homosexualité par des autrices lesbiennes n'est pas qu'une mauvaise représentation, c'est une représentation historicisée. Pour Loewenstein, les émotions sont historicisables. Ainsi, ces récits sont une manière pour nous, lectrices du XXIe siècle, de comprendre comment les lesbiennes se percevaient et s'écrivaient à cette époque. Néanmoins, il y a un livre qui va opérer un changement majeur dans cette conception de l'homosexualité, à l'époque, The Price of Salt, de Claire Morgan, publié en 1952. Ce roman et cette autrice ne vous disent probablement rien, mais vous connaissez très probablement ce récit. Comme je vous l'ai dit, de nombreuses autrices de l'époque publient sous un nom d'emprunt pour éviter d'avoir des ennuis. Et donc, notre Claire Morgan n'est autre que Patricia Highsmith, connue pour avoir écrit Le talentueux Monsieur Ripley, et le titre français de ce roman vous sera peut-être plus familier, Carole, adapté plus tard en film par Todd Haynes. C'est d'un des pulps lesbiens les plus radicaux, puisqu'il refuse de traiter l'homosexualité comme un problème intérieur. Le lesbianisme n'est pas écrit comme une perversité ou une déviance,
Mais le personnage de Carol conçoit son lesbianisme comme une préférence de plaisir et non une maladie. Les problèmes qu'elle va avoir vont plutôt être son mari et son divorce. Mais je ne vois qu'une différence de degré entre le plaisir d'un baiser et celui de faire l'amour. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, du plaisir. Mais l'essentiel, c'est que le rapport entre deux hommes et deux femmes peut être absolu et parfait. Et Patricia Highsmith, elle note que cette représentation, elle a particulièrement marqué les lesbiennes de l'époque par le courrier qu'elle a pu recevoir de ses fans. Comme on a pu le voir, les pulps lesbiens marquent une génération de lesbiennes aux États-Unis. Ils fixent des codes, permettent de représenter une existence trop souvent cachée. Néanmoins, la plupart de ces récits peuvent être considérés comme des mauvaises représentations. Homosexualité considérée comme pathologie, fin pas heureuse. Alors pourquoi ces représentations marquent autant malgré leur piètre qualité ? Déjà, il est essentiel de comprendre que ces récits ne concernent pas tout le monde. Ils concernent uniquement les femmes bourgeoises blanches. Les lesbiennes racisées, par exemple, sont quasiment inexistantes, ou bien, si elles sont présentes, elles sont sursexualisées. Ils vont pas marquer toutes les lesbiennes, puisque tout le monde n'y est pas représenté de la même manière. Ensuite, il faut comprendre que c'est une des seules représentations disponibles à l'époque. La censure du code Hays fait rage à Hollywood, la chasse aux sorcières du macartisme fait des ravages aussi, et les pulps sont un des rares espaces de représentation. Yvonne Keller explique que les groupes oppressés tentent à trouver le fait de la représentation plus important que la qualité et l'homophobie de la représentation. Cette dernière, elle est essentielle pour la formation d'une identité, comme le souligne Stuart Hall. Ce n'est qu'à travers la manière dont nous nous représentons et nous nous imaginons que nous parvenons à comprendre comment nous sommes constitués et qui nous sommes. Il n'y a pas d'échappatoire à la politique de la représentation. Cette constitution de l'identité, elle va être essentielle pour les mouvements queer, et c'est aussi ça qui va permettre l'émergence des mouvements de libération gay aux États-Unis dans les années 70. Les pulps, ils sont souvent considérés comme de la mauvaise fiction. Pensons à la réputation des romans de gare en France, par exemple. Mais il faut comprendre qu'on peut avoir plusieurs niveaux de lecture au sein d'un même livre. Et c'est ce que démontre Janice Radway dans ses recherches sur la réception des romans à l'eau de rose chez les femmes. Il existe une différence entre lire pour le plaisir et lire pour l'instruction. On peut calibrer son niveau de lecture. Il n'est donc pas dit que les lesbiennes lisaient les pulps lesbiens pour leur qualité littéraire, mais sûrement parce que c'était la seule littérature lesbienne accessible à l'époque. Après 1965, les éditeurs arrêtent de publier des pulps lesbiens, pour deux raisons. Tout d'abord, l'augmentation de la publication de livres explicitement pornographiques lesbiens par des petites maisons d'édition. Ces livres étaient clairement destinés aux hommes, ils ne peuvent pas être catégorisés comme des pulps, car trop explicites sexuellement et pas diffusés de manière mainstream comme l'étaient les pulps. Une autre raison, c'est parce que les histoires lesbiennes intéressent moins les maisons d'édition et donc ils arrêtent petit à petit de les publier. Quelques romans lesbiens vont sortir entre 1965 et 1967, mais c'est en 1969, avec la publication de A Place for Us d'Isabel Miller, que la nouvelle vague de la fiction féministe lesbienne voit le jour. Mais la littérature publiée pendant les années 70 n'auront pas le même impact qu'ont pu avoir les pulps lesbiens pendant les années 50. J'ai beaucoup parlé de pulps lesbiens, il a aussi existé des pulps gays et trans, mais leur diffusion et leur impact a été beaucoup moins important. Le genre du pulp lesbien, il a longtemps été dévalué par la recherche académique, ne la considérant pas comme une littérature pertinente à étudier. Quand Liliane Faderman publie une anthologie des livres lesbiens en 1994, elle nie l'importance des pulps, car pour elle, ils n'ont aucun intérêt littéraire. C'est à la fin des années 90 que le pulp lesbien obtient une nouvelle reconnaissance. Les livres sont republiés par des maisons d'édition plus prestigieuses et ressortent parfois même en hardcover. De plus, on offre la possibilité aux autrices d'écrire des préfaces de leurs livres, comme Anne Bannon qui en a écrit une pour la republication de Hot Girls Out. Aujourd'hui, les pulps lesbiens sont étudiés dans le cadre des Cultural Studies et des Lesbian Studies, afin de comprendre leur impact sur la culture et sur la communauté lesbienne, et non seulement comme une étude textuelle littéraire. Toutes ces études, elles nous invitent à réfléchir à la distance entre le regard, qui peut être fait par une communauté, et l'objet culturel du regard.
Pour moi, il n'est pas nécessaire d'avoir lu tous les pulps lesbiens existants. De toute façon, en France, ils sont très durs à trouver. Il est par contre essentiel de comprendre notre histoire sans trop la juger. Si les représentations sont mauvaises dans le cadre des récits pro-lesbiens, c'est un reflet de la manière dont les lesbiennes se considéraient à l'époque. Et c'est donc important d'en avoir connaissance. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez mettre un j'aime, commenter, vous abonner et partager la vidéo si vous en avez envie, bien sûr. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant et que vous avez appris plein de choses sur les pulps lesbiens. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bisous!